Alors, on va faire un petit tour d'horizon sur mon chapitre sur les ondes. Donc, chez moi, les ondes, ça comprend les ondes sonores, la diffraction et les interférences. Donc, au niveau des ondes sonores, qu'est-ce qu'il faut connaître? Je vais chercher mon petit stylo. Donc, quand vous entendez un son, on peut parler soit d'intensité sonore, I, soit de niveau d'intensité sonore. Donc, l'intensité sonore s'exprime en watts par mètre carré, alors que le niveau d'intensité sonore, L, s'exprime en décibels. Niveau d'intensité sonore en décibels. I, en fait, ça représenterait un petit peu, comme quand vous mettez plus fort un son, on dit que vous montez le volume, l'intensité sonore, ça représenterait un petit peu le volume. Par contre, il représente très très mal ce qu'on ressent au niveau de l'oreille, et ce qu'on ressent au niveau de l'oreille, les sensations auditives, c'est mieux représenté par le niveau d'intensité sonore L. Comment est-ce qu'on calcule tout ce beau monde? Eh bien, l'intensité sonore, c'est relié à la puissance sonore. Donc l'intensité sonore, c'est P sur S, P étant la puissance sonore exprimée en watts, la surface exprimée en mètres carrés, et l'intensité sonore, du coup, en watts par mètre carré. Donc par exemple, s'il y a une prof ici qui émet une onde sonore, parce qu'elle essaye d'expliquer à sa place cette leçon, eh bien elle va émettre des ondes en 3D. Donc tout autour d'elle, ce machin-là est une sphère. Donc là, vous avez une boule en 3D. Et en fonction du rayon R auquel vous vous situez par rapport à la prof, eh bien vous n'aurez pas la même intensité sonore. On sait bien qu'au premier rang, on entend mieux qu'au dernier rang. Et donc, si je veux calculer, si j'ai la puissance sonore de la prof, alors j'ai une bêtise, genre je bugle à 5 watts, eh bien, pour calculer l'intensité sonore reçue à une certaine distance R, sachant que la surface d'une sphère, parce que ça serait une sphère, c'est égal à 4 pi r carré, ceci est un pi, je ferai le calcul I égale à P qu'on vous fournirait sur 4 pi r carré. La puissance sonore, en fait, elle est constante, donc ça faut le savoir. C'est-à-dire que si tu te mets à 12 mètres ou à 5 mètres, on considère qu'elle est constante, sinon vous ne pourriez pas faire le problème. Comment est-ce qu'on calcule le niveau d'intensité sonore? Donc le L, ça ne fonctionne plus, okay. Donc L, c'est égal à 10 fois log de I sur I0. Donc I, c'est ce dont on vient de parler ici, l'intensité sonore en watts par mètre carré. Si on a une certaine distance, qu'on la divise par I0, c'est quoi ce truc? Eh bien, I0, ça serait l'intensité sonore minimale, enfin le seuil d'audibilité, si vous voulez, qui est fixé à 1000 Hz. Donc, si à 1000 Hz, on commence à entendre un son, l'intensité sonore minimale, c'est I0. Et c'est fixé comme étant égal à 10 moins 12 watts par mètre carré. Donc, cette valeur-là, généralement, elle vous est fournie, mais bon, dans le doute, retenez-la, ça mange pas de pain. Donc là, on a l'unité et là, on l'aura en décibels. A contrario, si on vous donne le niveau d'intensité sonore dans l'énoncé, vous pouvez calculer l'intensité sonore, donc avec les propriétés du log. Cette expression, si on la retourne, ça nous donne aussi que I, c'est égal à I0 fois 10 puissance L sur 10. Voilà. Donc là, encore une fois, en watts par mètre carré, 10 moins 12 ici. Donc ces deux formules sont bien à connaître. Mais un petit cœur. Et donc, je vous avais dit, je crois, que l'intensité sonore, ça représentait pas vraiment les sensations auditives, alors que le L, si. Et on va graduer les différents sons en fonction de ce qu'on ressent. Voilà, donc là, en fait, vous avez l'intensité sonore et au milieu, le niveau d'intensité sonore. Donc, le seuil d'audibilité, comme on l'a dit tout à l'heure, est fixé à 10-12 watts par mètre carré pour l'intensité sonore, ce qui correspondrait à un niveau sonore de 0 décibels. Et on va, sur cette échelle-là, jusqu'à 140 décibels, ce qui correspondra à un avion au décollage. Vous devez connaître les seuils de risque. Donc le seuil de risque est fixé à 85 décibels et au-delà, on est en seuil de danger, voire le seuil de douleur à 120 décibels. Donc ça correspond en fait au début des acouphènes, puis après vous pouvez avoir les tympans qui saignent. Truc assez sympathique. Voilà, donc pourquoi aussi c'est plus simple de prendre quelque chose gradué en décibels? Vous voyez que ça va de 0 jusqu'à 140 décibels, c'est quand même vachement plus pratique à manipuler que l'intensité sonore qui va de 10 puissance 2 watts par mètre carré à 10 moins 12. Donc là, ça s'étend sur des puissances de 10 vraiment énormes, quoi. T'as 14 puissance de 10, alors que là, c'est quand même plus simple d'utilisation. On va parler aussi maintenant de l'atténuation. Donc l'atténuation
qu'on peut noter grand A. Oups. Ça est égal au niveau d'intensité sonore initial moins le niveau d'intensité sonore final. Alors, qu'est-ce que ce bazar? Eh bien, on a vu que l'intensité sonore, le niveau d'intensité sonore, ça dépendait de la distance, hein, j'en ai parlé un petit peu. Donc, vous aurez une perte de décibels, entre guillemets, entre deux points. Donc, si tu as une source ici, que tu mets une personne 1 là, une personne 2 ici, eh bien, comme la distance n'est pas la même, l'intensité sonore ne va pas être la même. Et donc, on va pouvoir le calculer, ça. Également, si tu as un son, donc une source ici, et que là, tu as un mur de maison, et là, tu as la personne à l'intérieur de la maison, eh bien, il va y avoir une atténuation lors du passage à travers le mur. Donc, on aura un delta de niveau sonore. On va se faire une petite question classique. Donc, au niveau de, comment ça s'appelle? De la distance, je pense. Imaginons que la distance double et on vous demande de calculer la perte que ça fait au niveau intensité sonore. Donc par exemple, je passe d'une distance R à une distance 2R. Okay, et on veut savoir bien la différence que ça fait, donc l'atténuation que ça fait. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le L initial, il sera égal à 10 log de I sur I0. Donc, du coup, 10 log de I, on a vu que c'était P sur 4pi R carré. 0, ok, donc là, juste remplacer I par P sur 4pi R carré, vu qu'au début, en initial, on avait une distance R. Le L final, ça serait 10 log de I' sur I0. Et dans ce cas-là, en remplaçant I' par sa valeur, ça me fait 4pi. Donc là, le R est remplacé par 2R, 2R carré I0. Hein, donc il y a juste ça qui change. Et je vais faire l'un moins l'autre. Donc L initial moins L final. Bon, là, j'ai flemme. Hein. Ça nous fait 10 log de P sur 4pi carré I0 moins 10 log de P sur 4pi, donc là je développe 4R carré I0. Et au niveau des propriétés du log, vous avez dû voir que log de A sur B, c'était égal à log de A moins log de B. Et là, en fait, on a une différence ici, donc on est dans le cas log de A moins log de B, donc je vais les remettre avec une fraction comme ici. Donc L initial moins L final, ça vaut 10 log que je mets en facteur, donc 2P sur 4pi R carré I0. Et là, le moins, donc hop, ça vient en dessous là. Le B qui a ici, il vient là, donc le P qui a ici, il vient en dessous. Et tout ce qui était ici monte en haut. Monte en haut, ok. Hop, voilà. On va pouvoir éliminer un certain nombre de choses. Donc les I0, ils s'en vont. La puissance qui est la même, on l'avait dit, elle s'en va également. Le 4pi, il s'en va. Le R carré, il s'en va. Et il ne reste plus que 4. Ce qui nous fait 10 log de 4. Et ça, à la calculatrice, je sors ma plus belle calculatrice, 10 log de 4, ça fait 6. Donc 6,0 décibels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la distance, elle double, comme ici, on a une perte de 6 décibels. Donc ça, vraiment, c'est une démonstration qui arrive assez souvent. Bon, on vous dit souvent que ça double, mais pourquoi pas ça triple, ça multiplie par 10. Le principe est le même. Hein. À chaque fois, vous repartez de la formule littérale, hein. Vous remplacez, et par le jeu des propriétés du log, on obtient à la fin une valeur. Donc là, vous voyez, je n'avais pas besoin de connaître combien valait réellement le niveau initial et le niveau final. Hein, on s'en sort sans. Donc si vous manque des données, c'est normal. Alors, il y a une autre question classique, c'est de dire si l'intensité sonore double,
calculer l'augmentation de niveau d'intensité sonore correspondant. Ça sert à montrer en fait que les sensations auditives ne sont pas proportionnelles à l'intensité sonore. Parce que par exemple, si tu as un violon qui joue, bon, tu entends certaines sensations auditives, si tu as deux violons qui jouent à la même intensité sonore, et ben, tu vas pas entendre un son 2 fois plus fort. Hein. Donc c'est parti. On considère le niveau d'intensité sonore L, donc 10 log de I sur I0, et puis un niveau d'intensité sonore L' qui correspondrait à une intensité sonore double, donc c'est juste 2I sur I0. Je vais faire L moins L', donc 10 log de I sur I0, moins 10 log de 2I sur I0, comme tout à l'heure, pour les propriétés du log, log de A moins log de B, ça vaut log de A sur B. Voilà. Donc là, j'ai l'équivalent de log de A moins log de B, donc je vais les rassembler sous une fraction. Donc ce qui était avec le moins ici passe en dessous. Et ça monte. Hop. Donc je peux encore une fois simplifier. Ça s'enlève. Oups, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie, moi? Là, c'était, pardon, c'est pas un 0. Voilà, c'était le 2i. Donc, les i s'en vont aussi. Tac. Tac. Il nous reste 10 log de 1,5. Et si je tape ça à la calculatrice, 10 log de 0,5, ça me fait moins 3. 3 décibels. Donc ça veut dire que quand l'intensité va doubler, l'écart est juste de moins 3 décibels. Alors j'aurais pu faire celui-là en premier, moins celui-ci, la plus grande valeur sur celle-ci, j'aurais pas eu le moins ici, mais ça revient au même. Donc la différence, le delta que l'on retrouve au niveau du niveau d'intensité sonore est uniquement de 3 décibels, ce qui est rien, parce que tu imagines une intensité qui double, tu as le son qui double de volume sonore, entre guillemets, et c'est un peu peanuts au niveau des décibels. Donc voilà en gros pour tout ce qui est ondes sonores à savoir. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici quand même que la vitesse du son dans l'air, c'est 340 mètres par seconde. Ça, c'est une valeur à savoir, 25 degrés. Si on veut que vous preniez une autre valeur, on vous la donnera. Que parfois, c'est noté C pour la célérité du son dans l'air. Et que cette vitesse, donc une vitesse, c'est une distance sur un temps, que ça serait égal à la longueur d'onde du son qu'on vous envoie, divisé par le temps, donc la période, et 1 sur T, c'est F, donc c'est aussi égal à ça. Donc on peut se servir de cette formule-là, mais on la voit plutôt ensuite dans la diffraction, les interférences. Au niveau du cours sur la diffraction, que ce soit une onde lumineuse ou une onde sonore, parce que l'on vient de voir les ondes sonores, eh bien quand une onde arrive sur un petit obstacle, donc là ça serait une fente de largeur A, donc l'obstacle, la largeur doit être petite devant la longueur d'onde, donc soit de l'onde sonore, soit de l'onde lumineuse, eh bien on observe un phénomène de diffraction. C'est quoi? C'est qu'au lieu d'aller tout droit là, parce que normalement, imagine tu as un laser, ça passe à travers une fente, tu es censé avoir un point, tu n'es pas censé avoir un truc comme ça qui s'étale. Eh bien quand on voit qu'il y a un étalement, entre guillemets, de la direction de propagation de l'onde, comme ici, on a diffraction. Donc la diffraction serait le changement de direction de propagation d'une onde. Et donc dans le cas ici des ondes lumineuses, on voit que quand tu as une fente verticale, tu obtiens une figure de diffraction qui s'étale à l'horizontale. À chaque fois, c'est l'inverse. Si ma fente, je l'avais tournée là de pi, eh bien en fait, ça aurait été vertical ici. Ça se compose de quoi, la figure de diffraction? Ça s'appelle une figure de diffraction. On a une tache centrale, là, puis on a des extinctions. Les extinctions, c'est que normalement, c'est tout noir. Et on a des taches secondaires. La largeur de la tache centrale, généralement, c'est appelé petit l ou grand L. On pourrait avoir d'autres façons de l'écrire. Et pour la mesurer, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas du bout de l'extrémité colorée, l'extrémité colorée, c'est vraiment au milieu de l'extinction,
jusqu'au milieu de l'extinction. Donc là, le milieu où c'est noir, jusqu'au milieu où c'est noir. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il va y avoir plusieurs grandeurs reliées entre elles. Donc le L, la largeur de la tâche centrale, θ, l'écart angulaire ici qu'on a dans ce triangle-là, la distance D, la largeur de la fente, tout est relié. Donc une première formule qu'il faut savoir, c'est que l'écart angulaire, pourquoi ça ne fonctionne plus? θ, voilà, c'est égal à lambda sur A. Donc lambda, la longueur d'onde soit du laser, soit de l'onde sonore, hein, parce que juste avant, je viens de vous dire que l'onde sonore, ça peut avoir une longueur d'onde. Hein. Et bon bref, ça c'est à connaître par cœur. Puis en fait, on va se placer dans un des triangles. Alors ça, généralement, le schéma, on le refait. Donc, j'essaie de faire un truc pas trop crado. Hop là. Donc on a la fente ici. On a le laser qui aurait dû aller tout droit. On a l'écran. Hein, et ça s'étale. Donc, on va voir ça. Et on va voir ça sans être symétrique. Hein, j'espère que ça l'est à peu près. Donc ici, c'est l'écran. Ici, ça correspond à la fente. Là, on a un angle droit. Là, on a l'écart angulaire θ, donc on voyait ici. Là, on a la largeur de la tâche centrale. Le trou ici, la fente ou son épaisseur, c'est noté A. Hein, ça peut être juste un trou, là je vous ai fait une fente. Mais d'ailleurs, dans le cas où ça serait un trou, on n'aurait pas cette figure-là, ça serait des cercles concentriques. Et ici, bon, il y a le laser, on le remet quand même. Et un dernier truc qui va nous être utile, c'est D ici. Donc là au milieu, la longueur, c'est D. On reprend ses maths, on reprend la petite trigo. Si je fais la tangente θ, θ c'est côté opposé sur côté adjacent, et là le côté opposé ici, comme je vous disais tout à l'heure, c'était symétrique, c'est L sur 2 ce petit bout-là. Donc ça fait L sur 2, divisé par côté adjacent, donc sur D. Dans l'approximation des petits angles, ce qui est quasiment tout le temps le cas au lycée, c'est-à-dire si θ est tout petit, on peut écrire que tangente θ est environ égal à θ. Franchement, la calculatrice, ça vous aurait donné la même chose. D'ailleurs, je ne l'ai pas redit. θ est en radians au passage. La longueur d'onde, c'est en mètres, hein, même si on vous les file souvent en nanomètres parce que c'est plus pratique. Dans les formules, c'est en mètres. Et la fente également à mettre en mètres. Bref, donc là, on a deux formules. Celle-ci et celle-ci qui permet d'exprimer θ. Par identification, si θ ça vaut ça et que θ ça vaut ça, alors ça c'est égal à ça, on le marque. On a donc une relation entre la largeur de la tâche, la fente, la distance et la longueur d'onde. Donc très généralement, ça on vous le fait démontrer pour ensuite vous faire calculer la longueur d'onde. Donc si je l'isole, ça vous ferait ça. Voilà. Donc ça, si on vous le donne, on vous le donne, on peut avoir la longueur d'onde. Généralement, quand on a un laser rouge, vous trouvez 650 nanomètres. Hein. Alors, on l'aura en mètres, on est d'accord, puis on le repasse en nanomètres. Hop, donc je vous le mets là, on encadre. Autre question possible, on vous fait calculer la largeur de la fente. Alors généralement, c'est plutôt l'épaisseur d'un cheveu, l'épaisseur d'un fil de pêche, un truc comme ça. Donc si à partir de cette formule-là, je vais isoler le A, eh bien ça me fait A égale à lambda fois 2D sur L, ce qui veut bien dire que on vous aurait donné lambda avant. Ou fait calculer d'ailleurs. Ouh, c'est moche. Voilà. On peut aussi vous donner un graphique pour trouver tout ça. Donc par exemple, si, on vous donne différentes largeurs de tâches en fonction de lambda. On peut trouver un sur A, pourquoi pas. Je vous ai mis un graphique, ce sera plus parlant. Donc, si on vous donne un graphique L en fonction de 1 sur A, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre une de mes formules et je vais aller mettre dans l'ordre L à gauche et 1 sur A à droite. Donc, on va prendre celle-là. L1, ça serait égal à ça multiplié par 1 sur A. Hein, j'ai dégagé ça de l'autre côté, c'est divisé, ça devient multiplié, je pime. Ça, c'était multiplié, ça devient divisé, comme ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans mon graphique? J'ai mis ça en Y, j'ai mis tout ça en X, hein, il est là.
Et tout le reste, bah, ça serait le coefficient directeur de la droite. En théorie, je suis censée avoir une droite. Coef directeur. Donc, en théorie, on est censé avoir une fonction linéaire de type y est égal à ax. Alors le a, on est d'accord, c'est coefficient directeur, hein, c'est pas ce truc-là. Où y est égal à kx. Et oh, sous nos yeux ébahis, regardez-moi ça. Ça passe bien par 0, les points sont bien alignés, donc wouh, c'est bon. Bref, donc on peut vous faire calculer le coefficient directeur. Donc comme toujours, vous prenez 2 points. A, vous déterminez les coordonnées. B, vous prenez un autre point situé sur la droite, dont vous pouvez déterminer les coordonnées assez facilement. Alors oui, si un point est sur la droite, vous pouvez prendre le point, donc vous connaissez déjà les coordonnées. Mais en théorie, c'est mieux de prendre un autre point parce que ça utiliserait la droite moyenne. Si vous avez les points expérimentaux, vous pouvez très bien aussi prendre votre calculatrice programmable en mode stat, lui faire calculer le coefficient directeur et de fournir le R carré. Je vous rappelle que plus le R carré est proche de 1, plus la modélisation choisie est acceptable. Donc là, ça serait une modélisation de type linéaire. Sur votre calculatrice, on ne peut pas faire juste du y est égal à ax, donc vous auriez un b. Il faut vérifier que le b tend bien vers 0. Je me suis un peu emballée là. Donc le coefficient directeur, ça serait égal à yb moins ya sur xb moins xa. Ok, donc vous le calculez à la main ou à la calculatrice. Et ça me donne quoi de faire ça? Eh bien, c'est égal à tout ça. Donc la question qui va avec généralement, c'est de calculer la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, ça serait égal à au coef, donc tout ça c'est égal au coef, divisé par 2D. Donc D, généralement, on vous le file, hein, c'est l'écart entre la fente et l'écran. Et quant à la longueur d'onde, pour revenir à la question d'avant, et bien après on peut te dire oh bah j'ai pris un cheveu de quelqu'un, je l'ai fait passer là le rayon machin, j'ai le L, calcule la largeur du cheveu quoi. Donc soit en fait on aurait pu prendre la courbe, hein, clairement, on va lire, soit on a coefficient directeur, c'est quand même plus classe de repasser par l'équation de la droite. Voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la diffraction. Généralement, on vous couple ça avec des incertitudes type. Hein. Or, soit statistique, ou tu fais une étude statistique pour avoir l'incertitude type, donc de type A, soit de type B avec la formule avec la racine carrée. Voilà. On va passer aux interférences. Alors, les interférences, elles vont faire intervenir deux ondes. Donc là, par exemple, hop, dans l'eau, on a des ondes mécaniques, progressives, etc. Donc ça, on a déjà vu en première. Donc vous voyez qu'il y a une première source, une deuxième source. Et on va avoir des ondes qui vont se croiser. Et quand les ondes se croisent, elles peuvent interférer ou non en fonction de différents facteurs. Au passage, ce qui donne ces magnifiques couleurs irisées aux bulles de savon. Bien, alors, si nous avons deux ondes, une onde représentée là en Y1 en fonction du temps, Y2 en fonction du temps, qui sont en phase. En phase, ça veut dire qu'ils ont le même état vibratoire en fonction du temps. Vous voyez, là c'est en haut, là c'est en haut. Eh bien, on voit dans la courbe résultante qu'elles se sont additionnées. L'amplitude est maximale ici et elle est minimale ici. On aura, dans ce cas-là, des interférences dites constructives. Attention, ça marche si et seulement si les deux ondes sont cohérentes. Elles sont cohérentes si elles ont la même fréquence et si elles ont le même décalage temporel au cours du temps, ce qu'on appelle le même déphasage. Donc là, vous voyez que c'est parti de 0, c'est toujours 0. Et on a le même décalage tout le temps. Si ça faisait un genre accordéon que plus ça allait, plus ça s'étalait, le déphasage ne serait pas constant et on ne pourrait pas avoir d'interférence. Okay, donc il faut que les sources soient cohérentes. On dit aussi synchrone des fois. Ça peut plus écrire. Okay. Synchrone, donc ça veut dire même fréquence et déphasage constant. Donc dans ce cas-là, encore une fois, si on a deux sources cohérentes ou synchrones qui sont en phase, hein, quand je suis en haut, je suis en haut, quand je suis en bas, je suis en bas, en phase, on observera des grandes variations d'amplitude, vous voyez là c'est plus haut, là c'est plus bas. Dans ce cas-là, les interférences seront constructives. A contrario, si les deux ondes sont en opposition de phase, c'est-à-dire que quand il y en a une qui est en haut, l'autre elle est en bas, vous voyez c'est carrément opposé, elles vont pas soustraire mais s'annihiler quoi. C'est le tracé plat du rythme cardiaque. Donc là ça s'additionnait, là ça s'annule.
Donc là, ça sera destructif. Destructif. C'est le principe du casque anti-bruit. Par exemple, le casque anti-bruit va capter, actif, hein, il va capter les bruits environnants, les ondes sonores environnantes, et il va produire une onde en opposition de phase de celle-ci pour avoir des interférences destructives, et du coup, au final, on n'entend pas le bruit extérieur. Voilà, et donc, bon, alors là c'est joli, hein, c'est un petit dessin, mais comment faire pour déterminer si en un point de l'espace, oula, genre, je sais pas moi, ici, je vais avoir une interférence constructive ou destructive. On va voir tout de suite. Alors, on va imaginer deux sources. Donc là, je suis dans l'eau. Hop, je fais des ploufs à intervalles de temps réguliers à la surface de l'eau, ici et ici. On va dire que là, c'est la source S1 et ici, la source S2. Ce que j'ai modélisé là par les traits pleins, on va dire que c'est le haut de la vague, et en blanc ici, le creux de la vague, d'accord, le bas. Les vagues vont se croiser. On a vu tout à l'heure que si elles sont en phase, évidemment, on considérera qu'elles sont synchrones, hein, donc on va considérer qu'elles ont la même fréquence, le même déphasage au cours du temps. Eh bien, quand elles se croisent, par exemple, ici, on est sur deux hauts de vague. Donc, au point A, on aurait des interférences normalement constructives. Interférences constructives. Quelle est la distance parcourue? Donc, on va appeler D1 la distance entre S1 et A. Et D2, qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? Allez, hop, le jaune, ma couleur préférée. Ah, ok, ça l'a changé, pas bien. Hop, bon, on va mettre du rose, mettons du rose dans notre vie. Voilà, on n'y voit rien, c'est génial. Ici, donc je l'appelle D2. Et ici, je l'appelle D1. On voit absolument rien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bref, donc je vais appeler différence de marche. Ou différence de parcours, hein. En fait, ça serait la différence de chemin, Normalement, on l'appelle plutôt différence de marche. Notez delta. C'est le même symbole que les dioptries, pour ceux qui se demanderaient, hein. Donc c'est un delta minuscule. On va dire que c'est égal à la distance S2A, parce que je l'ai appelé point A, j'aurais pu l'appeler point M, moins S1A. C'est également égal à D2 moins D1. Et maintenant, le D2 et le D1, je vais le compter en longueur d'onde. Pourquoi? Parce qu'en fait, la plus petite distance ici qui sépare l'onde en deux états identiques, c'est la longueur d'onde, là, hein. Donc entre deux trucs comme ça, là, on a lambda. Pareil pour là. On a lambda qui est censé être la même, hein, vu que on a dit qu'elles étaient synchrones. Donc, pour faire le parcours rose, j'ai parcouru 1, 2, 3, 4, 5, 6 lambda. Pour faire le parcours jaune, j'ai parcouru 1, 2, 3, 4 lambda. Ce qui nous fait 2 lambda. Si je faisais ça en différents points A où les interférences sont constructives, je trouverais tout le temps ici un entier. Et donc je vais généraliser la formule en disant que la différence de marge doit être égale à K avec K entier fois lambda pour avoir des interférences destructives. Ce truc-là est à connaître. Ok, avec K un entier. L'entier peut être négatif aussi, hein. Je peux avoir, parce que là j'ai fait le choix de faire S2 moins S1, mais si j'avais fait l'inverse, j'aurais eu un moins. Et bien il n'y a pas de souci, hein. Ça peut être négatif ou positif. Donc, si lors d'un exercice, vous avez la différence de marche. Alors, la différence de marche, soit ça va être tout bête comme ça à mesurer, soit on va vous donner une formule pour le calculer et que vous avez la longueur d'onde, vous calculez le cas, c'est-à-dire que vous allez faire delta sur lambda. Si le truc que je trouve me donne un entier, qu'on s'appelle nul, positif ou négatif, alors on aura des interférences destructives. A contrario, si maintenant je me place au point B, donc au point B, je suis sur un haut de vague pour la source S1, mais je suis sur un creux de vague pour la source S2, là je suis dans le blanc. Normalement censé être au milieu ma croix. Donc en B, nous avons des interférences destructives. Je me refais le coup la différence de marche. Donc la différence de marche, la différence de chemin parcouru.
Ça serait égal à S2B moins S1B. Donc, je ne vais pas vous refaire mon rose et puis mon jaune, hein, ça va 2 minutes. On va les faire de la même couleur. Tac, pour celui-ci. Tac, pour celui-ci. D1, D2. Donc ça serait égal à D2 moins D1. Si je compte le nombre de longueurs d'onde, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 4,5 vu que je suis en plein milieu. 4,5 lambda. Moins, ici j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5 lambda. Je trouve un nombre demi-entier. Hein. Donc là, ce n'est pas égal à un nombre entier de longueur d'onde. Donc dès que vous avez un truc virgule 5, que ce soit négatif ou positif, hein, donc genre moins 0,5 lambda, eh bien on aura des interférences destructives. On généralise. Quand delta égale à k plus 1,5 de lambda, ça veut dire que c'est demi-entier, donc tu auras le nombre k plus 1,5. On a des interférences destructives. Donc en exercice encore une fois, on vous fera calculer la différence de marge d'une certaine façon, soit d'une façon simple comme ça en calculant, soit en vous donnant carrément la distance entre les deux sources et le point P considéré, soit avec une formule qu'on verra tout à l'heure. Et une fois que vous avez lambda en tout cas, vous le divisez par la longueur d'onde fournie, vous aurez un résultat. Si ce résultat est un demi-entier, alors les interférences sont destructives. Et on verra tout à l'heure dans les ondes lumineuses qu'en fonction de la valeur choisie, on pourra même connaître si c'est une frange sombre ou une frange brillante, mais pour l'instant ça ne vous dit rien vu qu'on n'a pas encore vu les franges sombres et les franges brillantes. Bon. Hop. Donc passons à la lumière. Que se passe-t-il si, comme pour la diffraction, au lieu de mettre une fente, on en met deux? Eh bien on a des interférences qui peuvent apparaître. Parce que le laser, il y a une même source qui est divisée en deux, donc forcément, ça sera S1 et S2 seront synchrones, enfin, ça vient de la même, donc forcément tu as la même fréquence, et puis tu as le même déphasage. Donc ce dispositif-là, on l'appelle le dispositif des fentes Young, il faut le savoir. Hein. Donc chaque fente a une largeur A, et entre les deux, là, on a une distance B. On les met à une distance D d'un écran, et là, sous nos yeux ébahis, nous voyons à la fois une figure de diffraction, c'est-à-dire que vous avez la tâche centrale, des extinctions, des tâches secondaires, et à l'intérieur, on a des figures d'interférence, c'est-à-dire une alternance de franges brillantes et de franges sombres. Vous voyez, en gros, c'est zébré. Voilà. Et donc, là, je ne sais pas si c'est très visible, mais la distance qui sépare deux franges sombres successives, ou d'ailleurs deux franges brillantes successives, s'appelle l'interfrange I, qu'on aura à calculer tout à l'heure. Une des questions classiques au niveau d'interférence, c'est on vous fait voir une figure d'interférence et il faut prévoir à une certaine abscisse sur l'écran si on aura une frange sombre ou une frange brillante, si on aura quelque chose de constructif ou de destructif. Donc quand les franges sont au niveau du laser sont brillantes, c'est qu'on aura des interférences constructives et quand elles sont sombres, c'est destructif. C'est pas pareil que les ondes à la surface de l'eau de tout à l'heure. Hein. Bon, donc on a modélisé le système de tout à l'heure par une source, donc ce serait le laser qu'on fait passer à travers les deux fentes de Young, donc S1 et S2 séparés d'une distance B, et on va prendre un écran, où il y a ça, avec l'axe X orienté vers le haut, et un point P quelconque. Et on aimerait bien savoir si en ce point P, c'est sombre, brillant, constructif ou destructif. Première chose à faire, c'est de calculer la différence de marche. Donc la différence de parcours. On avait dit tout à l'heure que c'était la distance des deux, vous vous souvenez, entre S2 et le point, et S1 et le point. Donc là, ça serait S2P moins S1P. Sauf que tout à l'heure, on avait les longueurs d'onde, là, on pouvait compter, là, il n'y a pas. Donc généralement, quand il n'y a pas, donc soit on vous donne les distances pour de vrai, soit on va vous donner une autre formule. Hein, sinon, ça ne sera pas possible. Parce que je vous rappelle qu'après, il fallait faire delta divisé par la longueur d'onde, et puis en fonction de ce qu'on avait, on voyait si c'était quelque chose d'entier ou de demi-entier pour en conclure si c'était constructif ou destructif. Donc à ce moment-là du cours, bim, du cours de l'exercice, on va vous dire, alors, on posera, où ça pixel, que S2, HP, pardon, il y a mon stylo. Tac là. Oui, enfin,
Ça, en fait, cette équidistance, je l'ai pas dit. Donc, je la refais moins stressée. S2P, ici, moins S1P, ici. Si je fais l'un moins l'autre, il me reste que ce petit bazar-là. OK? Donc, ce petit bazar-là, S2H, c'est égal à ma différence de marche. S2H, qui vaut tout ça. Donc là, vous ne cherchez pas à comprendre. On vous le dit, la différence de marche, ça vaut X fois B sur D. Alors, l'indice K, ça serait la kème, si on peut le dire comme ça, frange. Ok, donc K égale à 0, 1, 2, 3, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Donc c'est juste en indice. Donc on vous file ça. Ok. Et ici, par exemple, on vous aurait donné la longueur d'onde. Donc si dans l'énoncé, on vous donne la valeur de x, x égale centimètre. Tu le remets en mètres au passage. On vous donne la valeur de b. D'ailleurs, là, c'est pas un grand B, c'est un petit b. Donc tu le remets en mètres aussi. Bon, bref, en fait, tu fais ton calcul. Tu as quelque chose, et ce quelque chose, tu le divises par la longueur d'onde. Tu vas avoir une valeur. Si cette valeur est un entier, donc si blabla est un entier, positif, nul ou négatif, alors les interférences seront constructives. Constructive, j'ai écrit comme un pied, parce que l'on a vu que dans ce cas-là, delta égale à k fois lambda, hein, avec k entier. Si ce que tu trouves en faisant ton calcul, ça te donne un demi-entier, donc 1,5, alors on aura des interférences destructives. Donc là, on sera dans le cas delta égale à k plus 1 demi fois lambda. Et avec toujours k un entier. Et donc k, ça serait le numéro de la frange. Donc si on trouve k égale à 0, ce brevet, on situe pile ici. K, ici ce bazar, ça vaut 1, on est vers le haut sur la première. Si k égale à moins 1, on situe là. Si j'en sais rien, moi. 0,5, hein, c'est que k valait 0 aussi. Donc là, on serait sur la première frange, pardon, ici, première frange sombre. Voilà, donc quand on a des interférences constructives, on est sur une frange brillante. Quand on a des interférences destructives, on est sur une frange sombre. La suite des événements, c'est que généralement, on vous demande de calculer l'interfrange. Donc c'est la distance minimale qui sépare le milieu de deux franges de même nature successives. On n'y voit absolument rien. Là, c'est l'interfrange. Donc je viens de dire que l'interfrange, notez I, c'est la distance séparant le milieu de deux franges identiques successives, qu'elles soient sombres ou brillantes. Donc ça nous donne que c'est l'abscisse x au point k plus 1 moins l'abscisse x au point k. Donc dans l'espèce d'exercice précédent, de méthode précédente, on avait vu que la différence de marche au point k, un point quelconque, c'était égal à x au point k fois l'écart entre les deux sources divisé par d. Donc vous vous souvenez, c'était le S de H qu'on vous donnait, hein, ça c'est pas à prendre par cœur. J'isole le x, du coup x ça fait le d qui passe là, le b qui passe là, ça fait ça. Or, l'interfrange, on a dit que c'était xk plus 1 moins xk. Donc, je remplace tout bêtement les x de la formule par ça. Donc, ça fait d delta k plus 1 sur b, pareil ici. On va prendre deux cas possibles. Le cas où j'ai des interférences constructives, si c'est constructif, on a vu que delta sur lambda, c'était égal à k, avec k un entier. Donc je vais pouvoir aller remplacer ça. Je vais peut-être l'écrire directement dans le sens delta égale à k fois lambda. Donc ici, ça nous fait I est égal à T fois la différence de marge. Donc on est en k plus 1 ici. Donc j'écris pas juste k, mais k plus 1 fois lambda divisé par b moins d fois k lambda sur b. C'est bon, on met au même dénominateur, on développe. Donc ça me fait dk lambda plus d lambda moins dk lambda sur b. Ça s'en va. Il nous reste donc d lambda sur b. Donc l'interfrange,
relation à savoir, hein. Ça vaut ça. Donc à savoir démontrer si on vous donne les outils pour. Les outils pour, c'était ça, hein, sonner. Ou à démontrer, ben, si vous avez un autre cas de figure et que le delta, vous l'avez facilement. Donc l'interfrange, ça sera la même pour les franges sombres et les franges brillantes. On va faire la démo juste après là pour les franges sombres. Donc ça dépend de la distance entre les deux trous et l'écran, de la longueur d'onde et de l'écartement entre les deux trous, enfin les deux fentes plutôt. C'est parti pour la démonstration si les interférences sont destructives, donc si on a des franges sombres, interférences destructives. On avait vu que la condition, c'était d'avoir une différence de marche égale à K plus 1 demi fois la longueur d'onde, donc un demi entier. Je vais aller remplacer ici par ça, donc I égale à D fois K, alors plus 1 demi fois lambda sur B moins D fois delta, donc K plus 1 demi fois lambda, et voilà. Même dénominateur et je développe. Donc ça me fait D K lambda plus donc 1 plus 1 demi, donc ça nous fait 3 demi, plus 3 demi de D lambda, moins D K lambda, moins D sur lambda sur 2, tout ça sur B, ça s'en va. Et là on a 3 demi de D lambda moins D lambda sur 2, donc ça nous fait 2 demi de D lambda, soit juste D lambda sur B, et on trouve la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc on peut calculer l'interfrange si on vous le demande. Bah, pour ceux qui ont réussi à rester jusqu'à la fin de la vidéo qui fait 42 minutes, bravo à vous et bonne révision!